Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, comme un grand fleuve, évolue vers son ultime perfection. Nous étions des primates naturels, nous nous sommes séparés des lois de la nature pour créer les lois de la culture à partir des lois de la nature, parce que nos lois découlent des règles, des valeurs déjà qui sont présentes d'une certaine manière. C'est ce que j'essaye de démontrer sur la mécanique universelle, de ce que nous vivions lorsque nous étions des primates naturels. Et donc, nous avons sophistiqué tout un tas de choses dans l'évolution. Alors, comme on évolue sans plan déterminé, sans savoir ce que nous faisons, sans savoir ce que nous réalisons, eh bien, ça donne cette évolution qui semble chaotique, qui semble irrationnelle, qui semble ne pas avoir de sens, insensé. Et en réalité, il y a un sens sous-jacent, simplement, il n'est pas encore monté à notre conscience. Et c'est l'intérêt de ce travail de la mécanique universelle, de cette philosophie, d'essayer d'éclairer le sens caché de notre évolution. Donc si notre évolution a un sens, ceux qui la composent et qui la construisent, cette évolution, ont un sens. Donc chaque être humain qui apparaît sur cette planète a un sens. Parce que c'est l'ensemble humain qui construit cette perfection. Et il n'y a pas un humain qui ne participe pas à 100% à cette aventure et à cette œuvre d'art que nous sommes en train de construire. Le plus petit des êtres humains travaille à 100% pour cette œuvre, comme le plus riche, le plus pauvre à 100%. Donc, nous sommes égaux pour cette construction de l'humanité. L'orgueil que nous mettons à dire celui-ci construit plus que l'autre, mieux que celui-ci, etc., etc., tout ça, c'est juste une illusion pour construire pour un matériel de travail. Voilà. C'est juste pour construire cette perfection. Mais c'est absolument faux. Ça ne repose sur rien du tout. Ça ne repose que sur nos égos. Et c'est pour nourrir nos égos qui permettent de construire l'humanité, etc. Il faut que quelqu'un se sente supérieur pour devenir chef d'État, pour devenir ci, ça, pour gérer telle entreprise, pour gérer tel système, etc., etc. Et donc, il faut qu'il se sente supérieur. Mais en réalité, dans l'absolu, il n'est pas plus important que le minimum celui qu'on pourrait estimer avoir le moins d'importance dans l'humanité pour construire cette perfection. Ils sont à égalité. On est tous indispensables et tous fondamentaux dans cette humanité. Et même si qu'on dure 1 heure ou qu'on dure 100 ans, c'est la même chose. On a donné 100% de notre existence. Et c'est ça qui nous rend tous égaux. Et les religions ont tout à fait compris tout ça. Les grandes spiritualités ont compris cette égalité fondamentale de l'être humain devant Dieu et devant, en fait, devant l'évolution, devant la finalité. Et la finalité, c'est construire le paradis pour nos futurs descendants. Donc on travaille tous à construire ce paradis pour nos futurs descendants. Et donc on construit en somme le règne du divin, le règne et d'ailleurs c'est le principe de l'Apocalypse dans le christianisme ou dans le judaïsme, enfin dans les religions monothéistes. C'est le principe de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. C'est le moment où les choses se révèlent. C'est l'empire de Dieu qui s'impose, en fait, à l'être humain. Donc, on construit un monde d'amour, puisque le divin, c'est l'amour. Ça correspond à l'amour pour les religions. Donc, on construit ce monde-là. Évidemment, entre l'idéal religieux et les religieux qui ne sont que des hommes et qui
qu'il applique parfois de la pire des façons. Il y a deux mondes, mais ça n'empêche pas que le fondement est pur, en somme, dans sa le fondement, mais pas les règles fondamentales, le fondement humain, le fondement éthique. C'est autre chose que les règles et que les conventions religieuses. Les conventions religieuses, elles ont plus la même réalité qu'il y a 2000 ans ou 3000 ans. Ça a changé. Donc ça, c'est quelque chose qui doit évoluer. Mais simplement le fondement qui fait que Dieu, c'est l'essence de l'amour, que le principe créateur est immatériel, qu'il est, etc., qu'il est cette force-là, ça n'a pas changé. Voilà, alors ça c'est une petite dérive de l'introduction. Je vais reprendre le travail sur Ayn Rand, qui a peur des libertariens. C'était une émission de France Culture, Les chemins de la philosophie en 2022, qui était consacrée aux libertariens et à Ayn Rand, qui est une sorte de fondement, on pourrait dire, de cette idée libertarienne. Et je découvre finalement que sa vision est beaucoup plus profonde que ce que je l'imaginais, et en plus qu'elle ne correspond pas du tout à ce que les libertariens, certains libertariens, parce qu'il y a de nombreuses voies dans le libertarianisme, et qui sont vraiment divergentes. Il y en a qui ont une vision justement marxiste, d'autres capitalistes et anarchistes, etc., etc. Donc, il y a vraiment de nombreuses voies. Mais pourquoi j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est parce que c'est un peu ce dont se réclament les nouveaux maîtres des USA. Derrière Trump, avec les oligarques qui commencent à avoir une influence inouïe, qui l'ont depuis longtemps, mais qui ont une influence, qui veulent peser véritablement sur l'ensemble de l'humanité. Alors, certainement, ils partent avec des idées, des belles idées, des idées d'universaliser l'humanité. Il faudra y passer, donc c'est pas absurde. Simplement, leurs valeurs, certaines de leurs valeurs rentrent en contradiction même avec les valeurs fondamentales des libertariens, de la pensée libertarienne. Et c'est comme d'ailleurs le libéralisme, s'est éloigné dans sa pratique des valeurs de ses chantres dès le départ, de ce que préconisait Adam Smith, Stuart Mill, etc. Donc il y a une dichotomie entre l'idéal qu'on poursuit et puis la réalité qu'on réalise. Et c'est valable pour le marxisme. Voilà, le communisme en Russie, c'est complètement fourvoyé par rapport aux valeurs qui étaient préconisées, etc. Alors, je lance l'écoute et éventuellement, je commente. Qu'elle soit, même si elle déteste toutes les religions, eh bien, il parle de sa chance, pourvu qu'il suive ce qu'on a pu appeler tout à l'heure la droite raison. Oui, elle le dit d'ailleurs, sa faculté rationnelle, le racisme nie deux aspects de la vie de l'homme, la raison et le choix, l'esprit et la moralité. On peut s'interroger parce qu'on n'a pas encore on s'est pas vraiment arrêté encore Alain Laurent sur ce terme, sur la notion d'égoïsme, qui est vraiment un terme central dans sa pensée et qu'elle va opposer à l'altruisme. On pourrait, à partir de ce texte, se dire que la critique quand même qu'on fait au racisme, au-delà d'être une construction, d'effectivement Et c'est peut-être là où Ayn Rand, alors bon, c'est dommage, elle est plus là pour qu'on puisse en débattre, mais elle oppose l'égoïsme à l'altruisme, mais elle préconise l'égoïsme et elle déteste l'altruisme, en fait, pour cette théorie libertarienne, parce que, bon, elle a ses raisons. Mais en réalité, ce que je démontre sur la mécanique universelle, c'est que
nous sommes tous des altruistes et on l'ignore. On ignore complètement qu'on est altruiste. En réalité, on croit qu'on travaille pour soi, pour son petit clan, pour sa famille, pour son petit groupe, pour son village, pour sa communauté religieuse, pour son ethnie, pour sa tribu, pour son pays, pour sa nation, pour un groupe humain ou quoi que ce soit. En réalité, on travaille complètement pour l'humanité. Tout revient à l'humanité. Tout ce qu'on fait, ça revient à l'humanité. La seule chose qui est fondamentale, c'est l'humanité. La bâtisse dans laquelle je suis, que j'ai restaurée, je peux croire qu'elle va rester à mes descendants ou quoi que ce soit, mais dans 600 ans, dans 1000 ans, elle aura changé de même par 1000 un nombre considérable de fois. Et ce qui appartient aujourd'hui à même la noblesse qui a pu décliner depuis, admettons, 1500 ans ou 1200 ans, des châteaux qui se sont transmis et qui sont encore dans la même possession, mais il y a 15 000 ans, c'est ce qui leurs ancêtres étaient dans une autre figuration. Il y avait ce qu'ils avaient, ça a été disséminé, etc. Donc, ça n'est pas vrai que ce pourquoi on travaille, il y a 15 000 ans, la France, ça n'existait pas. Il y a 3 000 ans, il y a 2 000 ans, ça n'existait pas. Donc, et sans doute qu'à un certain moment, ça sera fondu dans une identité, c'est ce que je pense, une identité universelle. Tout appartiendra à l'universel. Alors peut-être que ça restera folkloriquement ça appartiendra à une nation au niveau folklorique, mais pas au niveau matérialiste des choses. Bon, voilà, ça c'est un point de vue. Mais et donc nous sommes tous des altruistes sans le savoir, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, voilà, tout ce que j'aurais fait de mon existence, quand je meurs, je laisse tout. Voilà. Et ça reste là, ça peut être dilapidé, ça peut être, peut-être que l'État récupère tout ça, peut-être que je le donne à l'État d'ailleurs, peut-être que si, peut-être que ça, on n'en sait rien. En tout cas, tout ce qui a été là, je n'emporte rien de l'autre côté. Et on n'emporte rien de l'autre côté. Donc toutes les actions que j'aurais faites restent ici. Cette vidéo par exemple, elle est pour l'humanité. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille avec la conscience de travailler pour l'humanité. Dans mon esprit, je ne travaille pas pour quoi que ce soit, ni pour moi, ni pour un groupe, ni pour rien, pour l'humanité. Ça appartient à l'humanité. Ces vidéos appartiennent à l'humanité. Mon travail d'écriture appartient à l'humanité. Cette bâtisse, etc. Tout ça, c'est comme ça. Et donc, on est des altruistes sans le savoir. Mais à son époque, c'était pas possible de le penser de cette façon-là. Il n'y avait pas encore cette vision du village planétaire. Il n'y avait pas encore cette pensée de l'universalité. De doter toute liberté à l'individu, c'est aussi qu'il nie toute solidarité, toute égalité entre les êtres humains. Or, Ayn Rand ne pourrait jamais invoquer cet argument de l'altruisme, puisque précisément pour elle, c'est comme le collectivisme, c'est le sacrifice de l'individu. Oui. Alors, s'il faut savoir d'abord, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est notre base, le sacrifice pour les autres. C'est grâce à ça que l'humanité s'est constituée en humanité et que nous sommes particuliers parce qu'on l'a renforcé, cette vision altruiste, parce qu'elle existe chez les primates. À notre origine, elle existait. Le mâle se sacrifie s'il y a du danger ou quoi que ce soit. Il y a l'altruisme, il est dans notre instinct. C'est un instinct qui a évolué en conscience, qui a évolué au niveau de l'amour, qui a évolué à un autre niveau. Les êtres humains qui sont allés coffrer à Tchernobyl, ils savaient qu'ils allaient mourir, ils savaient
et ils l'ont fait pour l'humanité. Voilà, et il y a un paquet de monde qui le ferait, ça, qui se sacrifierait pour l'humanité. Donc on a cette notion. Et là, je suis en opposition avec ce que disait Ayn Rand. Derrière le choix du terme égoïsme. Avant, elle parlait d'individualisme. Et à un moment donné, elle choisit le terme égoïsme, tout en précisant bien quelque part que je propose, je traduis ce qu'elle a dit en anglais, je propose un nouveau concept de l'égoïsme. Et il y a différents types d'égoïsme. Ça, elle ne le précise pas. Donc, elle va toujours trop vite. Elle ne s'appesantit pas suffisamment sur tous les tenants aboutissants de ce qui lui permet d'avancer telle ou telle proposition. Oui, tout à fait. Et ça, c'est tous les grands intuitifs comme ça. Et on peut dire que mon travail sur la mécanique universelle, et c'est marrant parce que ce matin et hier, mais ce matin surtout, je me suis dit, la suite de ce travail de vidéo, je vais reprendre toutes mes vidéos, tous mes écrits, je vais lire mes écrits sur la mécanique universelle, donc il y a il y a quelques un millier de pages peut-être, et je vais faire sur chaque page, je vais les commenter et je vais les peaufiner, les préciser, parce que ça manque complètement de précision. Et c'est ce qui fait que une grande différence avec un philosophe digne de ce nom, entre guillemets, on pourrait dire, quand on voit comment Hegel réfléchit, quand on voit comment Kant réfléchit, quand Bergson réfléchit, comment Husserl réfléchit, il va creuser, c'est vraiment il faut un travail de myope. Moi, j'ai un travail d'hypermétrope et je pense que Ayn Rand, c'était la même chose. Et le travail d'hypermétrope, il est forcément... il manque de quelque chose. Voilà. Et c'est là où ça fait la grande différence, elle se fait avec ces grands philosophes-là. Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des philosophes qui peuvent travailler encore comme travailler sans doute. Ça fait qu'ils font plusieurs livres, chaque livre précise un truc bien précis, ils font un autre livre, etc., etc. C'est peut-être le cas des philosophes dont on parle actuellement, les philosophes actuels, quoi. Telle proposition. Il peut y avoir un égoïsme prédateur où les autres ne comptent pas, ou au contraire, ils sont les moyens de ses propres fins. C'est pas du tout ce à quoi elle pense. L'égoïsme, dont je faisais allusion tout à fait au début, c'est le fait de vivre pour soi, pour son propre... C'est l'ego, en fait. Pour son propre accomplissement. Mais, deuxième point, c'est quelque chose qui s'applique à tous les êtres humains. Donc, ce qu'elle propose, c'est qu'il y ait de chercher les moyens. Donc, ça empêche l'idée d'abuser de quelqu'un, de l'empêcher, donc, d'être suffisamment riche, d'être Jeff Bezos, et puis d'utiliser des types qui bossent comme des malades dans ces entreprises, sans voir le jour quasiment, ou enfin, on n'en est pas là, mais voilà, ou d'aller faire fabriquer ces chaussures de basket au Pakistan, et faire travailler des gosses ou des femmes pour 3 fois rien, juste pour un salaire de survie, etc., etc. Donc ça peut pas inclure ça, parce que ça veut dire que l'égoïsme de l'autre n'est pas respecté. Il ne peut pas être égoïste. Il ne peut pas dire, moi, ma vie, elle est importante. J'ai pas envie de travailler 10 heures par jour dans un bagne pour faire ces choses-là, pas à ce moment-là. Voilà, ce que je veux, mon égoïsme veut que je veux travailler 4 heures ou 3 heures par jour, grand maximum, et je veux bien travailler pour ta société, Nike ou je sais pas quoi. Je veux bien, il n'y a pas de problème, mais je veux travailler 3 heures par jour. Je veux gagner de quoi pouvoir nourrir correctement ma famille, les envoyer à l'école, envoyer mes enfants à l'école, soigner tout le monde, que je n'ai aucun souci, que j'ai un toit, que j'ai une maison, que je puisse avoir des choses et que je puisse avoir de l'espoir
pour mes propres enfants et pour tout ça. Alors d'accord, là, ça c'est mon égoïsme à moi. Si tu le respectes, je veux bien croire que tu es un libertarien qui décline d'Ayn Rand. Voilà. Sinon, tu es un abuseur. Et donc, tu es un égoïste, mais un égoïste qui abuse. Chercher les moyens d'une coexistence entre individus voulant vivre pour eux-mêmes, ne pas être sacrifiés ou se sacrifier ou être des moyens au service de la fin des autres. Et c'est la rationalité qui permet cette coexistence pacifique, cette libre coopération entre individus égoïstes. Le principal, c'est que un individu égoïste, dans ce sens-là, reconnaisse l'indépendance des autres et leur droit eux-mêmes à être égoïstes. Alors, ce qu'elle dit peut-être d'une façon un peu trop éthérée, c'est que pour peu qu'ils suivent la raison, nécessairement, ils parviendront à s'entendre et coopérer. Oui. Ce qui n'est pas du tout prouvé dans la réalité. C'est ça. C'est un commentaire personnel. Bien sûr, c'est pas prouvé dans la réalité, mais cette raison, elle serait, voilà, ça veut dire, c'est plus que la raison, c'est en même temps la bienveillance, en même temps une raison qui n'est pas juste une raison froide, c'est une raison humaine, humaniste, une raison avec une âme humaniste, donc qui permettrait à ce moment-là de voir, oui, effectivement, de respecter la liberté et surtout l'égoïsme de l'autre. Et c'est vrai que c'est pas le cas. Donc voilà, les industriels, en somme, les libertariens des grosses entreprises américaines ou même du monde entier, hein, ça serait ça, et qui ont cette vision libertarienne, eh ben ils hésitent pas à abuser de certains de leurs concitoyens, de leurs condisciples, je ne sais plus comment on dit pour parler des autres êtres humains. Donc leurs instincts, leur manque d'empathie fait que ils utilisent un système qui est abusant et ils y sont bien dedans. Au lieu de dire non, on va changer ce système-là, il est trop abusant, on va lui amener vraiment de la bienveillance pour que chacun puisse, oui, effectivement, utiliser son égoïsme. Donc on va arrêter d'abuser le monde, on va redonner des conditions de travail idéales pour que chacun puisse être vraiment heureux dans l'existence. Et je démontre sur la mécanique universelle pourquoi les riches ne veulent pas que les pauvres soient heureux, parce que eux ne sont pas heureux. Ils accèdent au plaisir, ils ont l'accès à tous les plaisirs. Le patron, par exemple, il a accès à tous les plaisirs, mais il n'a pas accès au bonheur. Le bonheur, c'est dans la simplicité que ça se passe. C'est celui qui n'a pas d'ambition démesurée. Son désir, c'est de faire son petit travail, de rentrer que ses enfants soient heureux, d'avoir ses amis le dimanche, le week-end, d'aller à la pêche, de faire des bons petits gueuletons avec des amis, d'être juste heureux, tranquille, d'avoir le moins de soucis possible. Ça, les riches ne le donnent pas à leurs ouvriers, tout simplement parce que, ou que sous la contrainte, tout simplement parce que ils se sentiraient inférieurs, parce qu'ils n'accèdent pas à ce bonheur, ils accèdent qu'au plaisir. Voilà. Et donc, le plaisir est inférieur au bonheur. C'est ce que j'essaye de démontrer sur la mécanique universelle. C'est un commentaire personnel. Et alors, elle dit à propos de l'altruisme ne signifie pas la bonté ou la considération pour les autres. L'altruisme est une théorie morale prônant que l'homme se sacrifie pour les autres, qu'il doit faire passer l'intérêt des autres par-dessus le sien, qu'il doit vivre pour le compte des autres. L'altruisme est une notion monstrueuse. Mais alors, je vous pose la question, Alain Laurent, comment... Bon, et pourtant, c'est la notion de cet état, lorsque je dis l'humanité va vers sa perfection, ça sera un hyper-altruisme, ça sera l'hyper-liberté, ça sera l'hyper-égalité, c'est tout dans
toutes ces notions-là, tout simplement parce que l'altruisme, il est juste dans l'état de perfection, c'est l'extase qui est atteint. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état, l'ataraxie, etc. Dans cet état-là, on est dans un état d'amour absolu, pour tout. Et donc pour nos congénères de la même manière, mais pour chaque chose, pour toute la création, pour un grain de poussière comme pour un être humain, etc. Donc on est dans un état d'amour absolu. Dans cet état d'amour absolu, eh bien on donne, on n'est plus que, on n'est plus dans la captation des choses, on est dans l'émanation. Cet amour, il est à l'intérieur de nous, dans l'état d'extase, et il se répand sur tout. Donc, on est dans l'altruisme absolu. On se donne à l'autre dans l'état d'extase. On est un don absolu. Mais l'autre aussi, puisque si on atteint la perfection, c'est pas cette perfection dont je parle, c'est pas un petit groupe humain qui atteint la perfection. C'est l'ensemble humain. Ça pourrait pas fonctionner s'il y avait qu'un petit groupe humain, qu'une communauté, qu'un groupe, qu'un clan, qu'une nation qui atteint l'extase, qui atteint le nirvana, en somme, qui atteint la perfection, et puis les autres autour sont des sortes d'esclaves. Ça tiendrait pas. Surtout que en état d'extase, l'extatique n'a plus aucune velléité, aucune agressivité. Donc il est même incapable de se défendre en réalité. Donc il faut vraiment que les conditions de vie pour atteindre l'extase, pour vivre cet état de bonheur absolu, de sérénité, de contemplation, il faut que le monde soit créé pour ça. Et c'est ce qu'on est en train de construire. On construit on construit ce nid, cet écrin pour l'humanité. Mais ça veut dire que il faut vraiment qu'on écarte tous les dangers, donc y compris le danger que peut représenter un être humain. Pour l'instant, l'être humain autrui peut représenter un danger. On ne sait pas ce qu'il y a dans son esprit, on ne sait pas, etc. Donc c'est un peu compliqué de vivre. On est toujours un peu sur le qui-vive quand on rencontre des gens, etc. On n'est pas comme devant quelque chose de lumineux, et on va vers ce lumineux. Et Sartre en parle dans son dernier livre qu'il a écrit avec Benny Lévy. Je vous renvoie à ces vidéos, elles existent sur le site là. Et Sartre parle de ça justement, de cet état de lumière vers lequel on va. Et c'était la fin de son existence, il allait mourir, et donc il avait vraiment c'est pas pour rien qu'il revient à s'interroger sur le spirituel à ce moment-là avec Benny Lévy. Voilà. Donc, on continue. Comment Ayn Rand pense-t-elle la relation aux autres, la bienveillance, la bonté, l'amour? Est-ce que ça existe chez Ayn Rand, puisque à défaut d'être rassemblée par un collectif ou un État, comment pense-t-elle en fait le rapport aux autres? Et je parle pas de coopération commerciale ou contractuelle. Oui, alors, premier point. On va signaler quelque chose. Les questions de cette... c'était... Comment elle s'appelait Géraldine Mosna-Savoie. Les questions, là, c'est remarquable, elles sont géniales. C'est-à-dire qu'elles éclairent, en fait, tout ce que... Il y a une pertinence inouïe. Et donc, ça, c'est France Culture. Et ça, c'est vraiment les émissions il faudrait pas... C'est toute la grandeur de la France d'avoir une chaîne comme France Culture. Et elle est exceptionnelle, cette chaîne, globalement. Et donc, voilà, on voit à quel point c'est pointu. Elle prend l'altruisme strictement au sens que l'inventeur du mot lui a donné, Auguste Comte. Ah. Oui. Et pour Auguste Comte, lorsqu'il construit le terme altruisme, c'est pour donner
sur le plan lexical, un terme qui épouse le fait de vivre pour autrui. C'était sa devise. Oui. Donc, en effet, on tombe bien sur ses pieds, et c'est ça que Ayn Rand critique avant tout. On ne vit pas pour autrui, on vit pour soi. Alors, deuxième point, ça peut englober, certains pourraient dire ça englobe nécessairement, en effet, une relation aux autres. Alors, aussi bien dans son existence que dans les personnages de ses romans, que dans ses propos beaucoup plus abstraits, les autres sont toujours évidemment présents. Donc la perspective, c'est celle d'une coopération fondée sur l'indépendance. Lorsque j'avais présenté l'itinéraire intellectuel d'Ayn Rand dans le livre que vous rappeliez tout à l'heure, j'avais fait la relation avec le fait de ce que le général de Gaulle proposait dans la relation internationale. Chaque État doit être indépendant et sur cette base, il coopère avec le maximum d'entre eux. Mais c'est négatif. Vous voyez comme relation, c'est un petit peu négatif, c'est juste on se laisse tranquille. Mais après, il appartient à chacun, en effet, de faire ce qu'il veut, pourvu qu'il ne soit pas le négateur de lui-même. Ouais, mais c'est vrai que c'est en négatif si on ne pense pas, si l'autre s'il manque en somme le spirituel, parce que toutes les spiritualités, n'importe lesquelles, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, même pourtant qui travaillent sur cet égoïsme en somme, où les religions du livre, elles sont tournées vers autrui. Il y a l'autre compte en réalité dans notre vie. Mais elle a raison d'une certaine façon, parce que la finalité sera comme ça. C'est-à-dire que si on atteint l'extase, si l'humanité, selon moi, c'est son destin, c'est sa destination, si l'humanité atteint l'extase, c'est le fait de s'auto-suffire, en gros. On n'a plus besoin d'autrui pour rayonner. Mais ça n'empêche pas qu'autrui est là, qu'autrui a de l'importance, mais on n'a plus besoin, en fait, quand on aime, par exemple, quand on recherche l'amour, voilà. L'amour, c'est rechercher, on dit sa moitié, etc. C'est donc on cherche quelque chose qui nous manque, qui nous fait défaut, qui a été brisé dans notre absence, qui a manqué, etc. Donc on cherche dans l'autre quelque chose qui puisse nous combler. Sauf que dans l'état d'extase, on se comble, on s'auto-comble. Alors évidemment, ça veut dire que la sexualité, par exemple, est quelque chose écarté d'une certaine manière. Tout simplement parce que la jubilation, le plaisir, ce qu'on ressent dans l'état d'extase, c'est tellement puissant que tous les autres plaisirs en dessous, et par exemple le plaisir de la sexualité, c'est un plaisir intense dans la vie ordinaire, c'est le plaisir même qui guide une grande partie de la vie, pas simplement celle des hommes, mais donc c'est quelque chose de très intense. C'est beaucoup moins intense que l'extase, et donc dans l'extase, ce plaisir-là même est oublié. Donc on n'a plus besoin effectivement de l'autre sur tous les plans à ce niveau-là. Mais par contre, dans le contact avec l'autre, on est obligé de donner cet amour, de donner ce qui est ressenti dans l'extase, ça sort de nous. C'est quelque chose qui émane vers tout le reste, donc vers autrui, qui lui-même est en état d'extase et donc vous envoie la même chose. Et donc c'est l'osmose en réalité. On est pour l'instant dans le commensalisme, on va vers la symbiose, c'est-à-dire la capacité de se faire du bien mutuellement, mais tout en restant chacun dans son truc. Et l'osmose, c'est la fusion complète avec l'autre, d'une certaine manière. Mais une fusion où on est total, l'autre est total, et ça fait quelque chose comme ça. Et je pense que c'est ce qui est cherché, par exemple, dans l'expérience tantrique sexuelle, je connais pas suffisamment, mais c'est un peu ce qui est recherché, c'est-à-dire c'est atteindre l'état de fusion où on se remplit entier
de l'autre dans le contact physique, le contact sexuel, va amener à atteindre cet état d'extase totale qui est au-delà du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel mènerait à cet état-là. Alors après, comment ça peut se passer entre deux personnes qui se croisent et qui, dans l'état, dans l'humanité accomplie, quand deux personnes, quand on se rencontre extatique avec un autre extatique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, on ne peut pas le savoir. J'ai expérimenté l'extase et j'ai vu ce qui s'est passé par exemple, dans mes contacts avec mon fils. Voilà, je le prenais dans les bras. Il y avait quelque chose qui n'existait pas, une sensation, un sentiment qui n'existait pas dans l'amour filial ordinaire. C'était vraiment un amour absolu. Il y avait quelque chose d'absolu là-dedans, dans cet état-là, mais lui n'était pas dans cet état-là. Donc, je ne peux pas savoir comment ça se passait. La semaine d'extase que j'ai vécue, j'ai eu qu'un contact avec mon fils, mais j'ai pas eu de contact. J'ai eu des rencontres, j'ai croisé des gens, etc. Mais c'était chacun, voilà, c'était pas deux extases qui se rencontraient. Ça serait intéressant de savoir ce qui se passe à ce niveau-là, mais ça, c'est autre chose. L'amour tient de très grande place, d'ailleurs, dans les deux romans. Oui. N'est-ce pas? Mais évidemment, ça repose sur le libre consentement. Il y a un tas de péripéties, mais c'est tout de même quelque chose qui est tout à fait fondé. Donc, pour ce qui concerne, par exemple, l'aide ou le fait de prendre intérêt au sort d'autrui, c'est laissé à la libre appréciation de chacun. Voilà, c'est pas interdit. Pourvu que, en effet, ce ne soit pas de type sacrificiel. Voilà. D'accord. Et là, chacun est libre, comme chacun est libre d'être homosexuel ou de ne pas l'être. C'est quelqu'un qui a tout à fait admis l'homosexualité. Vous voyez, tout de même, tout ce qu'elle a aligné. C'est clair qu'il y a quelque chose de puissant. Pour la liberté de l'avortement, favorable à l'homosexualité, et puis donc tous les autres aspects dont nous avons parlé. Donc c'est quelqu'un qui est très progressif, mais encore une fois, tout cela n'est pas du tout du ressort d'une obligation. C'est encore une fois le libre choix des individus qui est à l'action dans ce domaine. Merci beaucoup Alain Laurent de nous avoir présenté Ayn Rand pour poursuivre cette émission. Alors, c'est là où, encore une fois, la théorie et la pratique, il y a une dichotomie entre les deux. Et très certainement que la théorie libertarienne, mais c'est normal qu'il y ait cette dichotomie, parce que c'est un idéal. La pensée, la créativité est un idéal, et la réalité, elle doit tenir compte de l'ensemble humain. Même les libertariens américains, même Musk, Zuckerberg, etc., ils sont dépendants de tout un tas de choses. Ils pourraient, même s'ils avaient une vision complètement parfaite d'un libertarisme respectueux, etc., ils peuvent pas le faire. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette distinction entre les deux. Et on se rapproche progressivement entre l'idéologie et la réalité. Et c'est ça le chemin de l'humanité jusqu'à atteindre la fusion entre ce que nous aimerions être et ce que nous serions. Et ça, c'est valable pour tout être humain. Nous sommes que des pauvres pécheurs. Hein. On a un idéal, on aimerait se comporter comme ça, et puis nos pulsions, et puis les autres aussi autour de soi ont une influence sur la façon dont on se comporte, etc. Voilà la fin de cette réflexion sur Ayn Rand. Pardon. Et bien, je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute.